Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir à tous et merci de vous être joints à nous ce soir pour cette nouvelle rencontre, la 172e de l'Institut Thomas More. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, les petites difficultés techniques ont été surmontées, encore navrés pour ceux qui ont eu à les subir. Normalement, tout est rentré dans l'ordre et bienvenue à ceux qui n'étaient pas là la semaine passée et merci de nous avoir rejoints. On poursuit donc ce soir le petit cycle des 3 e-conférences que nous avons décidé d'initier à la fin du confinement sur le thème des libertés publiques et des technologies de surveillance. La semaine dernière, nous avons évoqué le traçage numérique avec notre chercheur Cyril Dalmont, que vous voyez à l'écran, qui est en ligne et qui, j'en suis sûr, ne manquera pas d'intervenir et de dialoguer avec François-Jeanne Bello. Et je vous rappelle que jeudi prochain, le 2 juillet, nous recevrons Pampi Etcheverry, chargé de mission au ministère des Armées et auteur du premier livre en français sur les drones de sécurité. Mais aujourd'hui, nous vous proposons de parler de vidéosurveillance, de biométrie et de reconnaissance faciale avec François-Jeanne Bello, fondateur de Trouvert et professeur associé à l'École de guerre économique, que je remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous présenterai dans un instant. Alors, pourquoi vous proposer ce petit cycle consacré aux libertés publiques et aux technologies de surveillance? Eh bien, je ne peux que redire ce que j'ai dit la semaine passée, parce qu'à l'Institut Thomas More, nous sommes très attachés aux libertés fondamentales et aux droits des personnes. Nous pensons que ces technologies, qui ne sont pas nouvelles, mais qui prennent actuellement un essor impressionnant, posent de nombreuses questions inquiétantes, des questions à la fois politiques, juridiques et éthiques. Et il nous semble que bien peu de personnes s'interrogent dans l'espace public actuellement sur ces questions. Nous souhaitons les poser, ces fameuses questions, et nous vous invitons à le faire ensemble. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, on va le faire à partir des technologies de vidéosurveillance, de biométrie et de reconnaissance faciale. Ces technologies, on le sait, on le vend en poupe, se développent allègrement. Pour l'illustrer, permettez-moi de ne citer que quelques exemples après lesquels je poserai 2 questions que j'adresserai à M. Jeanne Bello. Alors, concernant la vidéosurveillance, on ne dispose pas de chiffres global, par exemple, sur le nombre de caméras installées dans les 35 416 communes que compte notre pays aujourd'hui, mais la Gazette des communes a publié une étude en février dernier, juste avant le premier tour des élections municipales, indiquant que dans les 50 plus grandes villes de France, le nombre de caméras était passé de 4 800 à 11 400 entre 2014 et 2020, donc le temps d'un mandat municipal, ce qui représente une augmentation de 137%. Je rappelle en outre que, par exemple, la ville de Nice a testé l'an passé, certes pour 2 jours seulement pendant le carnaval et sur la base du volontariat, mais la ville de Nice a bel et bien testé pour la première fois en France la reconnaissance faciale sur la voie publique, grâce à une technologie israélienne. Du côté de l'État, je rappelle l'existence du dispositif de reconnaissance faciale ALICEM pour authentification en ligne certifiée sur mobile, piloté par le ministère de l'Intérieur et par l'ANTS, Agence nationale des titres sécurisés. ALICEM en phase de test depuis juin 2019. Il s'agit d'une application pour smartphone permettant, je cite, à tout particulier qui décide de l'utiliser de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée à l'aide de son smartphone et de son passeport ou de son titre de séjour. La reconnaissance faciale, donc c'est de ça dont nous parlons, est également déjà en fonction dans les aéroports d'Orly et de Roissy, vous le savez, au niveau du passage à la frontière avec les SAS PARAF, PARAF pour passage automatisé rapide des frontières extérieures, où le passeport fait office de sésame. Et elle va s'accélérer avec une expérimentation qui vise à développer ce principe pour l'enregistrement et pour l'embarquement des passagers sur la base du volontariat, comme toujours pour le moment. J'en termine donc avec ces 4 exemples. Je m'arrête là, ils sont nombreux, les exemples. Je suis bien convaincu que François-Jeanne Bello en citera d'autres. Et bien sûr, nous avons conscience que ces dispositifs sont justifiés par l'impératif de sécurité, qu'il s'agisse d'ailleurs de sécurité du quotidien ou de lutte contre le terrorisme. Et que cet impératif, il est difficilement contestable. On conçoit, par exemple, le traumatisme des Niçois après l'attentat du 14 juillet 2016 et la demande de sécurité à laquelle le maire entend répondre avec son dispositif de reconnaissance faciale. Pourtant, 2 questions au moins méritent d'être posées à mes yeux. Et c'est vraiment pour lancer le débat. 2 premières questions, devrais-je dire. D'abord, tout simplement, est-on certain de leur efficacité? Est-ce que, par exemple, la flambée des caméras de vidéosurveillance dans les grandes villes dont j'ai parlé il y a un instant permet réellement la baisse de l'indélinquance? Première question, est-ce que ces technologies sont tout simplement efficaces pour réaliser l'objectif qu'on leur assigne, en tout cas qu'on leur assigne publiquement? Deuxième question, le prix à payer en matière de liberté publique pour l'immense majorité des citoyens qui n'ont rien à se reprocher est-il le bon? Est-il juste? N'est-il pas trop élevé?
Quelle garantie, je reprends l'exemple de Nice, l'habitant de Nice qui passe sous l'œil des caméras équipées d'un logiciel de reconnaissance faciale, quelle garantie cet habitant a-t-il sur ce que deviennent les images sur lesquelles il figure, sur combien de temps et par qui elles sont conservées, sur la constitution de bases de données et sur les croisements éventuels entre plusieurs bases de données. Voilà donc deux questions pour lancer le débat, encore une fois, pour commencer, que je pose à François-Jeanne Bello, que je vous présente peut-être rapidement avant de lui passer la parole. Vous êtes, cher monsieur, un spécialiste de l'intelligence numérique, c'est-à-dire de l'influence, de la création, de la diffusion et de la recherche sur Internet. Vous avez créé en l'an 2000 la société Trouvert, qui est une société spécialisée dans la recherche d'informations structurées en sources ouvertes, sur l'intelligence économique et la veille sur Internet. Et vous travaillez, cette société travaille pour le compte d'entreprises ou d'administration publique. Vous êtes par ailleurs professeur à l'école de guerre économique. Vos activités vous placent au carrefour de l'intelligence économique, de l'intelligence numérique et de la veille technologique. Vous êtes donc l'homme idoine pour nous parler ce soir, puisque, je dis ça parce que je vais révéler quelque chose, en préparant cette petite conférence, vous me disiez, mais je ne suis pas un expert technologique de ce dont on va parler ce soir, et je vous ai dit, tant mieux, parce que pour nous, la maîtrise technique, elle est nécessaire, et je suis bien convaincu que vous l'avez, mais elle n'est pas suffisante pour répondre aux questions que je viens de vous poser. Or, ce sont ce type de questions qui nous intéressent, des questions, encore une fois, à caractère politique, juridique et éthique, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, en vous remerciant encore d'avoir accepté notre invitation, je vous cède la parole, donc grosso modo pour une vingtaine de minutes, afin que nous puissions ensuite discuter tous ensemble environ une demi-heure. Merci à vous. Merci Jean-Thomas pour cette introduction et ces questions. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Avant de répondre, peut-être juste un point sur le périmètre, puisqu'on parle ici de l'évolution des outils de surveillance technologique dans le cadre du Covid, dans le cadre de cette pandémie. Une première chose, c'est que très souvent, en fait, ces technologies, qu'il s'agit d'ailleurs du traçage numérique, de la vidéosurveillance. Excusez-moi, je vous interromps, on a un petit problème avec le son, ça gratte un peu. Je suis désolé. Là, c'était bon tout à l'heure. Est-ce que là, vous m'entendez ou pas? Oui, là, c'est bon, ça, il n'y a plus le... Ouais, bon. J'avais posé ma feuille peut-être devant le micro, alors pardon. Merci. Oui, donc ces solutions-là qui ont été présentées assez souvent dans la presse comme des solutions de lutte contre la pandémie, elles ne luttent pas contre le virus. Hein, elles permettent à tout le mieux de surveiller son évolution. Et ça me paraît important parce qu'on est dans une logique d'influence, on est dans une logique de guerre d'information. On va le voir d'ailleurs, hein, il y a eu pas mal de guerre d'information autour de cette pandémie. Et qui permet de faire passer un certain nombre de choses, de faire passer un certain nombre de technologies dans l'habitude des Français ou plus largement des citoyens. Alors, là aussi, et pour répondre à votre question, les solutions de vidéosurveillance, la biométrie, la reconnaissance faciale, à la base, elles ont été vendues, entre guillemets, comme étant une notion de surveillance du territoire, ou de surveillance d'une partie du territoire, pour protéger les individus. Hein, c'était la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les violences urbaines. Alors, je n'ai pas forcément les chiffres que vous attendiez sur l'efficacité, tout ça, mais je crois qu'il y a pas mal de débats dessus, de savoir si effectivement, dans les communes qui ont mis en place ces vidéosurveillances, ces technologies, est-ce qu'il y a moins de violence, est-ce qu'il y a moins de délinquance? On n'a pas une réponse très très claire. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on a un glissement. Il y a un glissement qui est dialectique, mais qui me paraît encore important. C'est que d'abord, on est rentré sur la protection du territoire, et puis enfin, la défense du territoire. Et puis, on a glissé par la protection, en disant, en fait, c'est pour protéger les individus, c'est pour protéger les citoyens, souvent a posteriori d'ailleurs, pour retrouver des traces juridiques d'une agression, pour retrouver des preuves, voire pour retrouver un individu, hein, en croisant les différentes caméras. Et on a pu le voir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, effectivement, les enregistrements faits dans certains nombre de communes ont permis a posteriori, non pas d'éviter l'attentat malheureusement, mais de retrouver des preuves ou de retrouver les personnes. Avec la crise sanitaire qu'on a rencontrée, on a utilisé ces outils-là,
dans un autre spectre. On n'est plus sur la défense du territoire, on n'est plus sur la protection, on est sur la surveillance en temps réel. Et ça change fondamentalement. Il y a une montée en puissance, en fait. Parce que, je vous rappelle, pour que ces outils, par rapport aux outils de traçage que vous avez évoqués la semaine dernière, mais dans le cadre de la lutte de la pandémie, il fallait qu'on puisse surveiller un certain nombre de personnes, croiser avec d'autres personnes, voire avec d'autres données, on va le voir, et ça en temps réel ou dans un délai très court pour prévenir, et les pays qui ont mis ça en place, pour prévenir que vous rentrez dans une zone où il y a un risque sanitaire important, parce que cette zone a été traversée par des personnes qui étaient contaminées, ou que vous venez de croiser, ou que vous allez croiser quelqu'un qui est contaminé. Si on vous prévient le soir, oui, vous pouvez faire un test, mais l'idée étant de passer dans une logique donc, de surveillance en temps réel. Vous voyez, on a une montée en puissance progressive d'un outil de défense du territoire, ou des territoires, ou de certains territoires, à la protection des individus, et maintenant à la surveillance de masse en temps réel. Et le problème, à mon sens, c'est que, quelles que soient les technologies, il n'y a pas de retour en arrière possible. On est dans une logique de cliquet et qu'on ne reviendra pas en arrière. Vous l'évoquerez, je pense, la semaine prochaine, mais voilà, lors de la prochaine conférence, pardon, c'est l'usage des drones. L'usage des drones était réglementé dans le cadre de son usage policier et avec une réglementation et un contrôle au niveau européen. Avec la crise du Covid, l'usage du drone est rentré dans l'arsenal du policier et il y a fort à parier qu'il ne va pas en sortir après la crise. Donc maintenant, il est entré, point final. Donc, moi, je vous interromps encore, il y a vraiment un sujet sur le son. Ça gratte vraiment beaucoup. Je ne sais pas très bien, Maxime, je ne sais pas si tu as un conseil à nous donner, mais ça gratte vraiment en fait quand vous. Ah, apparemment, ce serait la connexion. Je ne sais pas si vous avez des gens sur votre connexion qui seraient. Non, je vais essayer de me rapprocher de mon micro, mais est-ce que. Là, ça va, mais en fait, parfois, vous commencez les phrases et ça va bien, puis après, ça gêne un peu. Bon, écoutez, on continue. À la vraie de vous interrompre 2 fois, mais je tâche de m'arrêter. Non, mais au contraire, je me rapproche un peu du micro, vous me voyez en plus gros plan, du coup, désolé, mais. Donc voilà, donc premier point, il y a cette montée en puissance et avec la notion de machine arrière qui est difficile, voire impossible. La montée en puissance, elle est également parce que lors de cette crise, on est obligé de regarder les interactions entre les individus, puisque si on surveillait tout seul, ça n'a aucun intérêt dans le cadre de la lutte sur l'évolution du virus, mais c'est de croiser avec d'autres individus que je croiserais ou qui auraient croisé. Donc là, il y a des interactions, des recoupements entre des personnes et des personnes, entre des personnes et des lieux, mais aussi avec d'autres données, et notamment avec des données personnelles. Et c'est là où ça a été problématique dans certains pays, puisque, en fait, je passe dans la rue, on me reconnaît facialement et on est capable de dire que croiser avec des données de santé, mes données de santé que j'ai données à l'État ou que l'État m'a pris, de dire que je suis contaminé ou j'ai un risque de contamination. Donc, il y a un croisement de données qui est plus compliqué. Et là, on monte encore d'un niveau, c'est-à-dire qu'on était à la défense du territoire, on était à la protection, on est passé à la surveillance. Maintenant, on passe au contrôle. Et le choix des mots est important. C'est-à-dire que là, c'est un contrôle massif en temps réel de la population. Alors certes, avec une très belle histoire. Je pense que le storytelling est important. On parle de Nice, c'est pas pour rien, mais il y a eu les attentats de Nice. Et donc, c'est plus jamais ça, pour éviter ça. On n'est pas sûr d'ailleurs que ça pourrait permettre de l'éviter. Ça a permis de faire avancer l'enquête peut-être un peu plus rapidement. Mais là, la pandémie écrit des belles lettres de noblesse pour ces technologies. C'est qu'on est là pour sauver le monde, pour sauver des vies et pour le plus grand nombre. Donc, on a un accompagnement dialectique, un accompagnement sur la façon de vendre ces technologies à la population qui paraît important. Au niveau de cet usage de ces technologies, et plus particulièrement la visioconférence, la biométrie ou la reconnaissance faciale, dans le cadre de la lutte contre la pandémie,
ça ne peut être efficace, et je pense que ça, vous l'avez déjà dit lors de la précédente conférence, que si c'est utilisé massivement. On peut se poser des questions sur l'application de Stop Covid qui a été très faiblement utilisée en France. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui soient connectées. Et donc, là encore, on passe d'une défense partielle d'une partie du territoire à un contrôle massif de la population. Et il faut contrôler tout le monde. On ne peut plus se cacher, on ne peut plus passer à travers les mailles du filet. Donc, on nous raconte une belle histoire, c'est pour notre bien. Et dans l'histoire, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est aussi tous les discours qu'on a pu entendre. Il y a un déplacement de la moralité. C'est que celui qui ne veut pas jouer le jeu, il est irresponsable. Et ce terme a été employé d'ailleurs par les forces publiques ou l'État pour dire voilà, il faut que tout le monde l'utilise et c'est irresponsable de ne pas rentrer dans cette logique-là. Donc on a un déplacement de l'ordre moral. En gros, c'est le citoyen qui devient responsable ou plus particulièrement qui devient irresponsable s'il ne joue pas le jeu. Alors qu'au tout début de l'histoire, souvenez-vous, c'était presque amoral cette histoire de surveiller les gens. Non, vous voyez, on en arrive à une logique qui est une belle histoire et c'est le citoyen qui est immoral s'il ne l'accepte pas. D'autres points qui sont problématiques sur ces technologies, c'est que ça implique, vous l'évoquiez, un stockage centralisé. C'est que toutes ces données-là, elles doivent être stockées quelque part. Donc là, il y a un risque. Il y a un risque majeur d'usurpation de ces données, de vol de ces données, et entre également des acteurs que sont les entreprises privées. Puisque vous parliez d'une entreprise israélienne pour la reconnaissance faciale, on l'a vu également sur d'autres problématiques avec le Health Data Hub où on a Microsoft, à défaut de Palantir, qui vient récupérer les données. C'est que là, on a des entreprises privées qui arrivent avec dans des partenariats publics-privés pour traiter ces données-là. Et donc, il y a un risque amplifié à notre avis là-dessus. Ce croisement de ces données, ce stockage, ce croisement, il rend au passage de plus en plus difficile l'anonymisation des données. Je vous rappelle que la loi RGPD nous protège par l'anonymisation des données personnelles. Le problème, c'est quand vous faites de la reconnaissance faciale, de la biométrie, ça rend très compliqué l'anonymisation des données. Et plus il y a de données et plus il y a de croisement de données, on va avoir de façon de plus en plus accessible des algorithmes qui vont permettre de réidentifier les données. Donc, des données qui auraient été anonymisées, on va réussir à les réidentifier, c'est-à-dire que, en gros, on ne connaît pas votre nom, on ne connaît pas votre prénom, mais on connaît tout le reste, à savoir votre tête, votre coupe de cheveux, votre façon de vous habiller, vos déplacements. Alors, je dirais, certains, dans ces cas-là, sont des données personnelles, mais on en déduit par vos usages qui vous êtes tout simplement. Donc, ça devient des données personnelles et toutes les données deviennent beaucoup personnelles ou en tout cas ne sont plus facilement anonymisables. Et un peu en conclusion, non, dans l'histoire qu'on nous raconte et dans cette moralisation, c'est de dire finalement, lors de cette crise, il vaut mieux être vivant, mais comme vous le disiez au début, ça implique des garde-fous, ça implique de rogner sur nos libertés personnelles. Et ça va être de dire, il faut peut-être mieux être déconfiné et traqué, et pas mort, plutôt que d'être confiné et libre. Et pour moi, derrière, c'est ça le vrai sujet. C'est de dire, en fait, d'abord, on a oublié qu'on pouvait encore être déconfiné et libre. On nous laisse le choix en disant, oui, mais c'est ça ou ça. Non, il y a aussi la possibilité qu'on avait avant d'être libre, la liberté de circuler et de ne pas être tracé et donc d'être déconfiné. Alors, oui, il y a des garde-fous qui me paraissent nécessaires à mettre en place pour éviter tout ça. Le premier, et c'est pour moi l'objet notamment de ces webinaires aussi, c'est la pédagogie. C'est la pédagogie et la pédagogie notamment des plus jeunes.
Parce que, et je parlais tout à l'heure d'ailleurs de guerre de l'information, de problématique informationnelle autour du Covid, c'est pas anodin, parce que pendant cette crise, on ne sait plus qui croire. Il y a une perte de confiance générale du personnel de santé, ou en tout cas de certains médecins, de la personne publique, des technos qui vont nous expliquer que c'est bien ou que c'est pas bien. Et du coup, il y a une sorte d'abandon de la vie autour de cette crise, autour de cette guerre de l'information, autour de cette problématique informationnelle qui rend beaucoup plus difficile la pédagogie sur ces technologies et sur leur usage. Et pourtant, c'est la seule possibilité, c'est d'éduquer sur les risques, d'éduquer et de ne pas tomber dans certains panneaux, de ne pas céder à quelques facilités. Deux facilités qui me paraissent revenir assez souvent, c'est peut-être de céder à la peur. Et on voit bien d'ailleurs que toute la dialectique, tout l'usage qu'on a évoqué tout à l'heure, par la façon d'amener ces technologies, elles sont appuyées sur la crainte et sur la peur. C'est parce que vous avez peur de mourir, parce que vous avez peur du Covid, qu'il vaut mieux être surveillé. Donc, effectivement, alors c'est facile à dire, mais il vaut mieux ne pas céder à la peur pour pouvoir rester raisonnable dans ses choix par rapport à ces technologies. Un autre point qui me paraît important, c'est ne pas céder à la facilité, à la simplicité. Et c'est vrai que très souvent, ces usages nous sont vendus, donnés, offerts, de façon assez discrète dans nos technologies de tous les jours. Parce que oui, on parle de reconnaissance faciale dans les rues. Oui, on parle de biométrie pour allumer, pour avoir mon passeport et passer la frontière. Et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent utilisent la biométrie pour allumer leur téléphone ou la reconnaissance faciale pour déverrouiller leur ordinateur. Pourquoi? Par simplicité. Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple, parce que ils ne se posent pas forcément cette question, et pourtant elle mérite d'être posée de la même façon que vous l'avez posée tout à l'heure à une collectivité locale. Qu'est-ce que mon opérateur de téléphonie mobile ou la marque de mon téléphone ou de mon ordinateur fait de ces données qui sont stockées? Est-ce que j'ai la main dessus? Et comment ça peut évoluer par la suite? Donc, on nous amène progressivement, et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des méchants qui tirent les ficelles et qui sont en train de nous manipuler pour nous emmener là où ils veulent nous emmener, mais progressivement, on nous habitue à ces technologies-là, en disant que voilà, c'est par simplicité d'usage. Et c'est vrai qu'on arrive, c'est un des procédés pour le coup là, de manipulation, c'est par la simplification, par l'usage, on arrive à nous emmener à ne pas trop réfléchir. Et pourtant, le maître mot, c'est effectivement de réfléchir à un modèle de société, au modèle de société que nous voulons. On peut peut-être parler d'ailleurs du système qui est en place en Chine, le système de crédit social, on en a beaucoup parlé, où, pour mémoire, les individus sont en permanence filmés avec un système de reconnaissance faciale, alors qui pose au passage quelques problèmes. On a vu le cas d'un milliardaire chinois dont la photo apparaît sur des bus, mais les systèmes de reconnaissance faciale l'identifient. Et le problème, c'est que le système de crédit social chinois ne fait pas que vous identifier, il vous affecte un score en fonction de votre degré de civisme, en fonction des bons points que vous pouvez collecter. Alors, parce que vous payez bien vos impôts dans les temps, parce que vous n'êtes pas dénoncé par vos voisins, parce que vous traversez sur les passages piétons. Et si je reviens à ce milliardaire chinois dont la tête était sur les bus à Pékin, et bien en fait, le système a dit que cette personne traversait en dehors des clous, puisqu'on voyait sa tête qui marchait dans la rue. Non, en fait, c'était juste sa photo sur un bus. Donc, il y a des problèmes, il y a des dérives. Mais je pense que ce qui est important, c'est effectivement de réfléchir, comme je le disais, sur le modèle de société. Et si ça fonctionne en Chine, ce système de crédit social, c'est parce qu'il y a un modèle de société qui au passage, et là on peut voir, enfin, je suis curieux de voir ce qui se passe d'ici quelques mois ou quelques années, ce crédit social est possible parce qu'il y a ce modèle, ce contrat social chinois, qui en gros que la population accepte
cette surveillance est en confiance, parce qu'en contrepartie, l'État et l'État chinois fournit la sécurité et la prospérité. Le problème, c'est que la crise du Covid, justement, a un peu ébranlé ce contrat social en Chine, où la sécurité n'a pas forcément été fournie, donnée par la personne publique, et on commence à voir que la prospérité également. Donc peut-être que ça va ébranler ce contrat social, et donc faire modifier cette confiance qu'il y avait entre le citoyen. Alors on dirait que c'est peut-être aussi un peu plus totalitaire, et que il y a peut-être aussi d'autres moyens, même si les gens ne sont pas d'accord. Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais la crise peut amener aussi des réponses auxquelles on n'attendait pas, et notamment sur cette notion de contrat social. Pour finir, ce qui me paraît important dans cette éducation, c'est de rentrer pour éviter aussi ce fatalisme. Parce que moi, j'essaie de donner, notamment auprès des jeunes populations, pour intervenir pas mal dans des écoles, comme vous le disiez, souvent, effectivement, quand on sensibilise les gens à tout ça, il y a deux arguments, on l'a dit, c'est un, oui, mais c'est quand même plus simple. Deux, c'est gratuit, hein, alors que sinon, il faut opter pour une solution plus complexe, voire payante. Mais surtout, assez rapidement, on en arrive à une conclusion qui est de dire, en fait, de toute façon, je m'en moque parce que je n'ai rien à cacher. Et ça, je pense que c'est se mentir à soi-même. Il n'y a rien de mal à avoir des choses à cacher, et j'espère que tout le monde a des choses à cacher, sinon, donnez-moi votre code de carte bleue. Vous avez des choses à cacher, et c'est bien. Ou bien de dire, mes données n'ont pas de valeur. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même plus simple que mes données soient stockées, mutualisées, etc. Mais si mes données n'ont pas de valeur, ou moins de valeur, associées à des données croisées avec d'autres données que d'autres personnes m'ont données, là, elles commencent à prendre de la valeur. Donc, il y a vraiment des questions de fond qui sont effectivement à soulever. Et c'est vrai que moi, le premier, quand je me déplace, oui, je préfère aller dans la file d'attente à Orly ou Roissy, quand elle fonctionne, automatique, avec le système de reconnaissance faciale. Je dirais au passage, le fait d'aller dans l'autre file où il y a un douanier qui va vérifier n'empêchera pas d'avoir la reconnaissance faciale sur mon passeport, puisque ça a été fait à l'origine, et que ça a été fait pour nous simplifier la vie. Mais il y a des questions de fond, et je pense qu'il est nécessaire de soulever ces questions en permanence, d'éveiller les consciences sans tomber dans la paranoïa, sans tomber dans ce qu'on appelle assez facilement le complotisme, hein, c'est de dire, voilà, si on n'est pas d'accord, on est complotiste, oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui veulent nous... Non, c'est juste de dire, voilà, quelle société je veux, et c'est le principe, à mon sens, de la démocratie, c'est que les populations doivent être éclairées pour pouvoir garantir ce système démocratique. Donc, c'est de faire vraiment prendre conscience aux gens des risques. Mais les risques, voilà, il y en a sur le fait que nos données soient stockées, et pas forcément de raisonner avec des exceptions. Et je pense que le gros problème, c'est que la période que nous avons vécue, que nous vivons avec le Covid, est finalement une exception. Et donc, on est en train de généraliser avec ça. Au passage, les pays qui ont mis en place des systèmes très automatisés, utilisant toutes ces technologies, n'ont pas des chiffres meilleurs à la fin. Alors, au passage, on peut en citer effectivement quelques-uns. Hein, vous aviez, qui peuvent être un peu effrayants, enfin, à mon sens, mais voilà, hein, vous aviez certains pays où il fallait, une fois que vous avez été identifié, régulièrement se prendre en photo avec son téléphone, et on a un système de reconnaissance faciale qui prouve que c'est bien moi qui suis devant mon téléphone, et une géolocalisation de mon téléphone qui vérifie que je suis bien à mon domicile. Et sinon, les forces d'ordre appelaient toutes les 5 minutes pour vérifier, jusqu'à ce que vous répondiez, que vous êtes bien confiné, vous êtes bien. On est vraiment sur la répression, hein, sur du contrôle, on va dire, un peu serré, avec l'usage qui va éviter les déplacements, qui va éviter ces reconnaissances. Donc, voilà.
ce qu'on peut dire, hein, du coup, c'est que ça soulève des problèmes. On n'apporte pas forcément des réponses, et je ne suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse, mais il faut sensibiliser les populations sur ces risques. Il ne faut pas tomber dans le fatalisme en disant de toute façon, on n'a pas le choix, c'est la modernité, et vous verrez, tout sera beaucoup plus beau après. Là aussi, moi j'aime bien prendre du recul et un peu de hauteur. Et se souvenir, puisqu'on parle du monde d'après, mais se souvenir du monde d'avant, en fait. Et je vous rappelle que avant le Covid, on parlait de transhumanisme, hein, où on allait nous greffer une petite puce et tout allait être formidable. Bon, on les entend un petit peu moins, les transhumanistes actuellement, qui nous expliquaient que voilà, la mort n'était pas grave et que voilà, il y a un petit truc qui est venu gêner le discours. Donc voilà, il faut s'arrêter, il faut prendre le temps de s'arrêter. Je pense que ça, c'est important. Prendre le temps de se déconnecter. Et ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai qu'avec toutes ces technologies de visio, de géolocalisation, de tracking, etc., il y a peu de zones d'ombre. Alors, heureusement, on a en France encore quelques endroits où la 4G ne capte pas très bien et où on est dans les zones noires, mais voilà, c'est de se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie d'être potentiellement surveillable? Et est-ce que c'est moi qui éteins ou pas mes appareils? Vous voyez, après, se pose la question, effectivement, de combien de personnes éteignent réellement leur téléphone et pourquoi. Mais est-ce que c'est moi qui ai encore la clé, ou est-ce que c'est donné par d'autres outils au niveau de la commune, au niveau de la puissance publique, et sur lesquels je n'ai pas la main? Et là, il pourrait y avoir, à mon sens, quelques problèmes. Merci, merci François-Jeanne Bello pour ce propos introductif qui permet de planter le décor. Les premières questions arrivent, mais je voudrais vous en poser une courte, mais qui quand même me travaille depuis que je vous ai entendu. Vous nous avez dit les raisons que les jeunes que vous tâchez de sensibiliser vous renvoient pour justifier leur forme d'indifférence ou d'apathie face à ce que vous dites. La question ça va peut-être être un peu un télo, mais le souci de la liberté n'est jamais évoqué par eux. C'est quelque chose que vous n'entendez pas. Vous savez, c'est Albert Camus qui disait la liberté est un souci, c'est quelque chose de lourd et de grave, c'est pas quelque chose de léger. C'est quelque chose parce que c'est lié à la responsabilité, la liberté évidemment. Et donc c'est quelque chose que vous n'entendez pas ou que vous entendez rarement dans la bouche de vos étudiants je ne sais pas quel âge ils ont d'ailleurs, mais d'ailleurs dites-le nous, c'est plutôt des gens de quel âge? Moi, j'interviens en post-bac, donc on est sur des bac plus 2 à bac plus 5. La liberté, bien sûr, ils ont une volonté d'être libres, mais je ne veux pas parler à leur place, hein, mais ce que je perçois, c'est qu'on se trompe un petit peu. Je prends un exemple. C'est paradoxal parce que, alors je vois, moi c'est vrai, je pense à des étudiants sur les sites d'intelligence économique et de veille qui sont un petit peu sensibilisés sur ces problématiques-là et qui nous expliquent qu'il ne faut pas utiliser Google, mais DuckDuckGo parce qu'il ne va pas enregistrer vos données personnelles. Mais en revanche, ils travaillent tous avec WhatsApp et Gmail et qui échangent leurs données sur une Dropbox. Donc en fait, il y a des incohérences d'un côté en disant je veux être maître, donc je vais utiliser 2-3 petits goodies, 2-3 petits outils qui me font croire qu'on n'enregistre pas mes données personnelles. Et à côté de ça, ma messagerie, c'est Gmail et mon moteur de recherche. Donc, il y a un manque de connaissances, effectivement. Et puis après, je dirais, il y a un manque aussi peut-être de lucidité sur savoir de qui on veut se cacher. C'est-à-dire que quand on prend des mesures de précaution, à la limite, c'est mon point de vue, mais être surveillé par des services de renseignement, c'est leur job. C'est plus compliqué de passer en dehors des mailles du filet. Dans ce cas-là, ça implique de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir de carte bleue. Il y a plein d'autres systèmes de passage dont on parlera, hein, mais voilà, quand vous voyez qu'il n'y a que 2 opérateurs qui gèrent la carte bleue, il y a une centralisation des données qui est assez importante et sur lesquelles
certains acteurs, comme les services de renseignement, ont la main, ont accès. Donc là, il y a ce cachet de services étatiques ou de services de renseignement. Deuxièmement, ce cachet de services qui reste étatique, mais exécutif, qui pourrait être utilisé par toute la force publique. Ça va du fisc jusqu'au système de santé. Et puis après, le troisième niveau, c'est d'être surveillé par des marques commerciales. Et c'est vrai que c'est paradoxal, et pour donner aussi un élément de réponse par rapport à cette liberté, voilà, c'est la façon dont ces jeunes générations se mettent à poil, pardon, par des mots d'expression, mais sur les réseaux sociaux, où ils vont livrer absolument toute leur vie. Mais ont cette volonté, effectivement, de maîtrise de leur liberté, ce qui est peut-être un petit peu décalé, oui, un petit peu déplacé. Merci. Alors, j'invite les participants à ne pas hésiter à poser leurs questions. Alors, soit questions écrites, hein, vous avez la barre, là, vous pouvez poser des questions, ou alors vous pouvez nous envoyer un petit signal avec le signe de lever la main et vous pourrez intervenir en vidéo si vous le souhaitez. Mais pour vous laisser le temps de rédiger ou de préparer vos questions, je passe la parole à Cyril, qui, j'en suis sûr, va avoir envie de dialoguer avec François. Jeanne Bello. Cyril, à toi. Oui, je ne sais pas si on m'entend bien. En fait, moi, dans ma vision des choses, en fait, ce qui est clair, c'est qu'on a franchi une étape où on voit bien, en fait, dans votre explication, hein, qui rejoint, je pense, en grande partie celle que j'avais donnée la semaine dernière sur le tracing et le tracking, qui est un passage, en fait, d'une espèce de surveillance généralisée commerciale, mercantile, à l'étape d'après, où on passe au niveau des États. Et ce que je trouve extrêmement inquiétant, en fait, c'est qu'on a une espèce, alors là, on est plus dans la philo, hein, mais on a une espèce de passage de la démocratie, de la notion de liberté d'homme libre, à une sorte de paternalisme bisounours, un petit peu sirupeux, où on protège l'individu un peu contre son gré parce qu'il ne sait pas, il ne comprend pas. Et on se retrouve un petit peu dans la vision qu'avait Boris Vian dans l'Arrache-Cœur, où finalement la protagoniste enferme ses enfants dans une cage pour être certaine qu'il ne leur arrive rien. Et en gros, enfin, je ne sais pas quelle est votre vision des choses, mais on a l'impression que progressivement, on arrive à cette espèce de sorte de techno-surveillance, techno-dictature souple, molle, un peu informe, un peu voilà, pas très agressif, toujours pour aider, toujours pour protéger, que ce soit pour le terrorisme, que ce soit pour le blanchiment de capitaux, que ce soit pour la santé publique, avec des solutions plus ou moins techno, pour 99% du temps étrangères, qui viennent se greffer en fait sur cette logique de renoncement, on va dire, collectif, à la liberté, aux libertés publiques, au droit d'avoir une réelle vie privée. Là, voilà, on a un exemple très simple, on est au webinaire, vous êtes dans mon salon. Il y a cette intrusion en fait qui est massive et qui de plus en plus s'étatise. Et moi, je sais qu'on en avait discuté ensemble une fois. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette étatisation de la surveillance de masse. Voilà. Votre micro est coupé. Oui, allez-y, si vous voulez dire un mot. Pardon, j'avais coupé mon micro. C'est que, en fait, le fond du problème, c'est que, enfin, il y a 2 points pour moi. C'est que d'autres acteurs pensent à notre place. Public ou les GAFAM, parce qu'il y a aussi ces GAFAM qui surveillent. Hein, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que moi, je trouve c'est intéressant de voir que la crise soulève, la pandémie soulève ces questions chez les gens, alors qu'ils ne sont absolument pas élus du fait que Google les espionne en France, que Facebook connaît toute leur vie. Et pourquoi d'ailleurs on n'a pas demandé à Amazon, à Facebook et à Google de nous fournir des données sur
le Covid. Alors, ils l'ont proposé avec des solutions de géolocalisation, mais je vous rappelle quand même que vos téléphones enregistrent en permanence, n'enregistrent pas, mais en tout cas écoutent en permanence les mots qui sont prononcés, tout ça dans un but purement commercial, hein, qui est de nous aider, puisque c'est ça, et c'est là où je veux en venir, c'est que les GAFAM et Google, et je ne fais pas du tout une campagne anti-Google, mais le claim de Google, il ne faut pas l'oublier, c'est vous aider, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, et eux, ils le savent. Bon, et c'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Donc c'est, je vais vous écouter, parce que je vais voir les mots que vous prononcez en permanence, les mots que vous écrivez dans vos emails, les mots que vous recherchez en permanence, et en fonction de ça, je vais vous apporter des réponses aux questions que vous me posez, moteur de recherche, qui seront différentes. Et selon que c'est Cyril, Jean-Thomas ou François qui posent une question à Google, on n'aura pas les mêmes réponses parce que l'un s'intéresse à tel sujet, l'autre à tel sujet, l'autre habite à tel endroit. Et donc, ils ont besoin de nous connaître pour nous aider. Mais sur cette crise-là, les enceintes connectées, les téléphones, ont plein d'informations. Et si on voulait d'ailleurs, serait, à mon sens, tout à fait capable de dire qui est le Covid et qui ne l'a pas, et où est-ce qu'il se trouve. Hein. Donc, vous voyez au passage que ce n'est pas vraiment pour notre bien, et que la lutte contre la pandémie, ou en tout cas la surveillance réelle de l'évolution du symptôme, hein, est-ce que c'est vraiment ça la finalité de toutes ces technologies? Alors, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas de dire forcément machiavélique et qu'il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles parce que derrière, en fait, on veut nous mettre un... Non, c'est trop simpliste de dire qu'il y a une seule personne ou une seule question. Mais par rapport à la remarque de Cyril, il y a une vraie question aussi, on l'avait eu en préparant ce webinaire, c'est voilà, qu'est-ce qui est plus grave entre des États qui ont la main sur ces systèmes de contrôle ou des GAFAM qui ont la main sur ces systèmes de contrôle? Il y a quelques éléments de réponse qui peuvent arriver. Moi, j'ai donné mon point de vue par rapport à des services bien particuliers, dont c'est le métier et qui ont une feuille de route, qui sont encadrés par la loi. Hein. D'ailleurs, je pense aux services de renseignement, mais qui le font dans un objectif qui est la défense nationale et qui ne sortent pas de ce périmètre. Maintenant, si ça sort de ce périmètre pour utiliser à des fins fiscales, pour utiliser à des fins de répression ou de santé, il y a un véritable sujet. Mais voilà, on a la question avec les GAFAM, on a la question avec les États. On peut avoir une collusion aussi entre les deux, hein, quand on voit que Mark Zuckerberg est assez tenté pour la fonction suprême aux États-Unis. Voilà, une fois qu'il aura, si un jour il a accès aux deux, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça fait partie de l'éducation nécessaire qu'il faut, je pense, apporter. Sachant que Facebook travaille déjà avec l'État français. Hein. Depuis presque un an, il y a des fonctionnaires français qui travaillent avec les services de Facebook. Donc les liens croisés, ils sont déjà réels. Ton micro est coupé. Pardon. Oui, François, je vous pose la première question qu'on a reçue. Vous avez dit effectivement tout à l'heure, dans votre première intervention, que vous pensiez qu'on ne reviendrait pas en arrière, qu'on avait, et ce que Cyril a dit également, et vous sembliez d'accord, franchi un cap, et que vous ne voyez pas comment revenir en arrière. La question, elle n'est pas totalement formulée, mais je me permets de la formuler à ma manière. Les textes de loi, la Déclaration des droits de l'homme, la surveillance du Parlement, le Conseil constitutionnel, on peut quand même un peu compter dessus, où vous êtes affirmatif et on ne reviendra pas en arrière, et ça va être de plus en plus compliqué de défendre les libertés publiques, nos droits fondamentaux, la liberté d'opinion. Alors, c'est un peu un autre sujet, mais il y a eu là quand même des décisions intéressantes sur la loi Avia récemment. Enfin, voilà, est-ce que vous pouvez donner un peu d'espoir à notre participant, et est-ce qu'on peut espérer, si ce n'est revenir en arrière, du moins qu'il y ait des garde-fous institutionnels et juridiques, législatifs et réglementaires un peu costauds, ou vous n'y croyez pas beaucoup? Je suis assez sceptique et je ne pense pas d'ailleurs que la solution doit être juridique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un cadre juridique, attention. Mais quand je vois effectivement les lois qui ont pu passer sur d'autres sujets, je pense à la loi anti-fake news, je pense à la loi sur l'oubli numérique. L'oubli numérique, ça n'existe pas.
on a un droit à l'oubli numérique, on a le droit d'oublier, mais l'oubli numérique, ça n'existe pas. Voilà, on ne peut pas techniquement effacer quelque chose. Ça peut revenir en permanence, mais on a le droit de le faire, on a le droit de le penser. Donc il faut qu'il y ait un cadre juridique qui soit délimité, hein, idem sur la loi anti-fake news, sur la loi Avia dont vous parliez tout à l'heure. On peut, enfin, c'est extrêmement, ça peut être aussi très dangereux, ces lois-là, qui sont censées nous protéger. Mais quand je reprends la loi anti-fake news, si on n'est pas d'accord avec la pensée actuelle, ben, on a le droit de nous faire fermer son site. C'est même pire que ça d'ailleurs. Si un site donne une fausse information, l'État peut faire fermer ce site en 48 heures. Moi, je pose la question, qu'est-ce qui se passe quand un ministre donne une fausse information? Ce qui arrive. Ça n'arrive pas. Non, ça n'arrive pas. Pardon. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut fermer? Bon. C'est un peu, ça peut être aussi un peu dangereux d'avoir qu'une réponse juridique. Donc il faut un cadre, mais vraiment la clé, je pense encore une fois que c'est la clé de la démocratie. Hein, si la démocratie est le meilleur des systèmes, c'est à condition que le peuple soit éclairé. Donc il faut éclairer le peuple. Et voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'éteindre la lumière. Donc il y a urgence à réveiller les consciences et attention parce que pour moi, le sens de discours n'est pas du tout militant et c'est pas de pousser à la rébellion. Voilà. Non, c'est juste à la prise de conscience du fait que moi, je suis acteur, je suis responsable. Cyril faisait un peu de philo tout à l'heure. Ce que vous dites est très tocquevillien ou aronien, c'est-à-dire que la liberté, c'est d'abord une anthropologie, c'est des droits après. Alors c'est important, hein, l'état de droit, voilà, mais c'est d'abord une manière d'être. Il faut d'abord vouloir être libre, parce qu'on l'a dit, c'est une responsabilité. Et effectivement, alors on est peut-être un peu très sombre, je m'en excuse auprès des participants, mais c'est vrai que c'est ce souci de la liberté, ce que je disais tout à l'heure, dont on a un peu l'impression qu'il s'effrite dans une partie de la population. J'ai une deuxième question pour vous, Monsieur Jeanne Bello. Est-ce que vous avez un commentaire, une question qu'on nous pose, sur le silence assourdissant des ONG droits de l'hommeistes, enfin des droits de l'homme, sur le confinement, donc le fait qu'on a été privé de la liberté d'aller et de venir. Alors, c'était justifié, mais est-ce que c'était proportionné? Et ce qu'on appelle la surveillance généralisée. Est-ce que c'est un monde que vous connaissez, celui des ONG, et quel est le regard que vous portez sur elles? Alors, d'abord, je crois qu'il y a eu quelques ONG qui se sont prononcées. Hein. Amnesty International avait sorti un rapport sur les applications de traçage, ce contrôle de Cyril. Il y en a quelques-unes qui sont exprimées. Après, oui, il y a une de défense des droits de l'homme aussi qui s'exprime. Oui. Après, là, ça me fait sourire, mais pourquoi? Parce que dans mon métier de l'intelligence économique et de la guerre de l'information, on distingue les acteurs de l'effet final recherché. Et que, je ne peux pas dire que assez souvent, mais il est fréquent de voir des ONG dont la finalité affichée n'est pas la raison d'être. C'est-à-dire que alors, il y a des citoyens ou il y a des membres qui, eux, croient profondément et adhèrent à cette ONG, à cette association pour le fond. Mais assez souvent, les ONG sont utilisées de façon un petit peu détournée dans une logique de guerre de l'information, de propagande, ou pour faire passer d'autres idées. Donc, voilà. En tout cas, de ce que je connais des ONG, assez souvent, nous, quand on fait des cartographies d'acteurs et qu'on positionne justement dans une logique de compréhension d'un environnement informationnel, d'un territoire et d'un écosystème, on essaye aussi de voir, entre guillemets, le dessous des cartes et quelles sont les finalités réelles, hein, et à qui ça profite, effectivement, voilà, à travers des financements, à travers des choses. Et assez souvent, c'est pas que les ONG ont un double jeu, mais voilà, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas forcément que là où on les attend. Cyril, puisque ton micro est allumé, sur le traçage, enfin, sur l'application Stop Covid, tu as regardé qui avait dit quoi là, pendant les semaines qui ont précédé? Et puis, sur l'application Stop Covid, c'est-à-dire les ONG? oui. Oui, il y a Ligue des droits de l'homme, Défense des droits de l'homme qui est intervenue. Après, c'est surtout des juristes de manière individuelle qui sont intervenus plus que des groupements.
D'accord. Tu as une question pour François? Oui, mais j'avais une question qui est un peu, alors je déteste quand les gens font ça, mais je vais le faire quand même, qui est un peu une observation en même temps. Dans la présentation, en fait, on parlait des incidences sur la sécurité, mais là où je rejoindrai François sur l'analyse, c'est qu'on a un peu l'impression que toutes ces technologies, en fait, se nourrissent euh, de textes de loi, tous plus ou moins, tous de plus en plus, pardon, pas plus ou moins, mais de plus en plus sécuritaires, et sécuritaires pour tout le monde, en fait. Et en fait, les outils répondent à ces textes de plus en plus sécuritaires, mais on a l'impression que jamais on a de calcul d'impact, d'analyse de résultats, alors que voilà, on a franchi des pas et on voit que tous les jours, bon, on découvre des armes, il y a des problèmes, des tensions un peu partout dans le pays. Euh, et là où je rejoins François, c'est dans l'analyse du. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'aspect juridique, mais ça, c'est mon côté juriste, hein. Je pense que l'aspect juridique c'est cette absence de cadre juridique qui, à mon avis, crée une difficulté. Mais cette surabondance de textes qui crée une surabondance d'outils, en fait, on a l'impression d'être dans une marche folle, puisque comme on n'a pas d'analyse du résultat, en fait, tout simplement, quel est l'impact sur la délinquance, alors, on en met toujours plus parce que on se dit ça marche pas ou c'est pas suffisant sans l'analyser. Et du coup, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et c'est là où je rejoindrai l'analyse de François en me disant oui, effectivement, ça va être difficile si on en reste à ça. Et c'est pour ça que pour moi, la réponse, elle est juridique et politique. Si on en reste à cette logique-là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et voilà, je voulais avoir, c'est un peu fleuve. Et moi aussi, j'aime pas quand on me pose des questions comme ça, je suis désolé. Mais ceci dit, pour avoir, et par rapport à la remarque de Jean-Thomas aussi, pour moi, c'est pas du tout, j'allais dire, c'est pas du tout négatif. Et au contraire, je suis assez optimiste. Parce qu'en fait, la clé, c'est nous. On parle des GAFAM, il ne faut pas oublier que c'est l'internaute qui a mis Google là où il est et qui a mis Facebook là où il est. Je ne suis pas obligé d'être sur WhatsApp, je ne suis pas obligé et je ne pense pas vivre dans un désert technologique si je refuse d'avoir un profil Facebook. Et quand bien même j'aurai un profil Facebook, je suis encore libre d'y publier ce que je veux. Et cette notion de liberté, elle me paraît importante. Alors, peut-être que chez les plus jeunes, et pour répondre à la remarque de tout à l'heure, la notion de liberté, il y a une pression sociale. C'est ah oui, mais celui qui ne publie pas, voilà. Et donc, elle est imposée par exemple. Mais la liberté, elle est justement là, c'est de dire je publie ce que je veux. C'est moi qui fixe mes propres barrières. C'est moi qui fixe les limites entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Et on a le choix, en fait. Et moi, je suis assez surpris d'entendre oui, mais en fait, on n'a pas le choix. Et pour faire le lien avec cette crise que nous avons connue, que nous connaissons, le Covid, moi, il y a une chose que j'ai appris pendant cette crise, c'est qu'en fait, tout est possible. C'est qu'en fait, tout ce qui était impossible, tout ce que nos grands stratèges nous expliquaient, non mais ça, c'est pas possible. C'est devenu possible. Quel stratège, qui avait annoncé tout ça? Qui était capable de nous dire dans les grandes théories que on ne pouvait pas faire machine arrière sur le transport aérien. En fait, on trouve que tout ce qu'on a pu écrire, en fait, oui, ou pas. Et effectivement, tout est devenu possible. Et donc ça, c'est tout à fait positif pour moi. Et quand j'entends, oui, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix parce que je suis obligé. Non, vous êtes obligé de rien du tout. Je reste maître de ma technologie, de mon image sur Internet, de participer ou de ne pas participer, de choisir la façon dont je vais me servir de mon téléphone. Est-ce que je suis dépendant? Il y a quelques petits indicateurs. Moi, j'aime bien un truc très simple, c'est de voir, tiens, je dévie un peu, pardon, mais avec quelle rapidité quelqu'un répond à une notification donnée par son téléphone. C'est-à-dire que mon téléphone vibre, mon téléphone sonne, je saute dessus. Quoi que je sois en train de faire, je suis en train de dîner avec ma femme,
je suis en train de passer un entretien, je vais regarder, c'est important. C'est moi qui choisis et quelle jouissance j'ai, je peux vous dire, de dire en fait, je ne vais pas regarder. Je ne suis pas esclave de ce téléphone, c'est moi qui choisis de regarder pour plus tard. Mais oui, c'est un peu philosophique, mais on a la possibilité de dire non. On reprend sur les images ou sur l'image sur le web. Je suis toujours assez surpris quand j'entends des personnes qui se sont fait voler. Alors, je pense à des personnes publiques où on retrouve des selfies, des photos d'eux nus sur Internet parce qu'on les a volés sur leur téléphone portable. Ok, il y a quelqu'un qui s'est introduit sur le téléphone portable, que ce soit la marque, d'accord, et ça, c'est un problème. Mais il y a quand même une solution qui est assez simple, c'est de ne pas avoir des photos de soi à la fois sur son téléphone. Pardon, mais peut-être le rappeler aussi. Souvent, on dit non. Alors, je suis d'accord que si vous avez envie, bien sûr, vous êtes libre de le faire. Mais il y a un risque. C'est ça aussi la liberté. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, mais à chaque fois, il y a un risque potentiel. Donc, moi, je suis assez positif sur. Voilà. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas comment nos enfants utiliseront Internet. J'ai effectivement oublié créer ma boîte dans la recherche d'informations sur Internet en 2000. En 2000, il n'y avait pas Google. En 2000, souvenez-vous, on allait sur Lycos, voilà, Nomad, Caramel. Et tous les prospectivistes, combien nous ont expliqué que Facebook allait mourir, que Twitter vivait sa fin, que tout ça n'arrive pas. Et personne n'a vu venir le Covid. Et puis là, voilà. Donc, je suis très prudent par rapport aux prospectivistes. Et je me dis que ouais, tout est possible. Donc il faut envisager tous ces possibles-là. Et par rapport à ça, chacun prendre conscience qu'on est acteur. Qu'on est acteur actif et pas passif. Ne pas suivre. Merci François Janelot. J'ai une dernière question qui vous est posée. Pour qu'on respecte à peu près le timing, mais vous avez évoqué tout à l'heure les cartes bancaires et les paiements sécurisés. Enfin, il y a une question sur les tentatives ou les sujets dont on parle, de suppression ou de restriction de l'utilisation de l'argent liquide, des chèques en France. Alors, la France est la grande spécialité des chèques. Est-ce que vous voyez cette tendance à aller vers l'utilisation des cartes bleues et le paiement dématérialisé aussi, alors soit c'est une conséquence, soit c'est une intention d'aller vers davantage de contrôle sur les populations? Je pense que oui, c'est davantage de contrôle, mais pas forcément celui qu'on croit. Ce n'est pas le flicage, nous surveiller et de pouvoir retracer un cheminement, peut-être plus fiscal pour éviter, à des fins positives, le blanchiment, pour éviter toutes ces choses-là. Donc, qui est une sorte de contrôle. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez difficile et on s'est amusé d'ailleurs, au passage, c'est pour des services étatiques, donc on peut le dire, à essayer d'être totalement transparent et totalement invisible sur Internet lors d'un achat. C'est compliqué aujourd'hui parce que si vous voulez vous créer un compte, et ça devient de plus en plus compliqué, si vous voulez vous créer un compte sur un réseau social, il y a un moment, on va vous demander un numéro de téléphone. Qui dit numéro de téléphone en France, dit carte SIM. Qui dit carte SIM, dit carte d'identité. Qui dit, alors si on ne veut pas rentrer dans la classification, et rester dans un cadre légal, alors on peut acheter des cartes SIM là, mais on va les acheter avec des coins pour ne pas avoir une carte bleue. Et d'être totalement transparent, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est même compliqué pour les services qui, eux, souhaitent être transparents, on peut comprendre, et qui ont du mal. Parce qu'on y arrive, voilà, par des solutions un peu détournées de bons d'achat qu'on va convertir en bitcoin, qu'on va convertir pour acheter des choses. Mais effectivement, si vous ne voulez pas tomber sur une carte SIM, une carte bleue, qui implique une traçabilité, là encore, et qu'on comprend pourquoi d'ailleurs, donc, voilà, mais qui est contrôlé effectivement par un périmètre légal et réglementaire, et par le fait que tout le monde n'y a pas accès, tout le monde n'a pas le besoin, le devoir d'en connaître. Il y a certaines populations, parties de la population, qui peuvent avoir accès à ces bases-là. On ne s'est jamais posé la question sur les plaques d'immatriculation des véhicules. Pourtant, c'est un système de flicage, de traçage, mais qu'on comprend très bien pour verbaliser, pour arrêter. On n'arrive pas à le faire sur les vélos parce qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur les vélos.
est-ce que demain, il faudra que tout soit numérisé avec un code barre, avec des chiffres, ça pose la question de qui aura accès à ces données et effectivement de la restriction des libertés personnelles. Bien, écoutez, je vais vous remercier infiniment, cher François-Jeanne Bello, pour ces échanges riches et francs, mais remercier les participants qui nous ont suivis et ceux qui nous ont posé des questions. Et vous donner rendez-vous, si vous le souhaitez, jeudi prochain, même lieu, même heure, pour poursuivre nos échanges sur ces questions de technologie de surveillance. Et nous parlerons des drones. Merci à tous, très belle soirée et à très vite, j'espère. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.